Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, bonjour à vous deux, pardon, un petit problème. Alors, écoute, Jean-François, donc, nouvelle offre déposée, nouvelle offre refusée. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, il est vrai que il y a plus d'argent sur la table. Il n'y a aucun doute que la masse salariale qui est mise sur la table a augmenté. Comment ça se fait que de passer de 9 à 10 à 12% et plus ne nous permet pas de dire qu'il n'y aura pas d'appauvrissement de la totalité des employés de l'État? C'est quand même extraordinaire, OK? Alors, comme cette offre-là, évidemment, Mme Lebel sait ce qu'il y a dedans, le Front commun sait ce qu'il y a dedans, mais nous trois, nous ne le savons pas et personne à l'extérieur de la négociation ne le sait parce que c'est très compliqué. Alors, il faut savoir que dans l'augmentation de la masse salariale, il y a des dépenses nouvelles. Par exemple, de faire en sorte que 4000 éducatrices en garderie passent de temps partiel à temps plein dans le secteur scolaire, c'est des salaires de plus, mais c'est pas une augmentation de salaire pour tous. En plus, il y a des augmentations différenciées, donc il en donne davantage aux infirmières la nuit et les fins de semaine. Mais ce qui est très peu su, puis moi je l'ai appris parce que Francis Veil de la presse a fait son travail il y a une dizaine de jours, c'est que il y a des demandes d'augmentation d'heures travaillées. Il demande aux infirmières les fins de semaine de travailler 1h30 de plus. Il demande aux psychologues de travailler 2h30 de plus par semaine. Alors, c'est sûr que ça augmente la masse salariale et le salaire. Ça n'augmente pas le salaire horaire de chacun. Et là où je trouve qu'il y a un problème de fond dans la stratégie patronale, c'est qu'il y a un moment où il aurait dû dire, quoi qu'il en soit des autres choses, je garantis l'inflation pour tous. Puis à partir du moment où il garantit l'inflation pour tous, là, on peut débattre. Est-ce qu'il devrait y avoir enrichissement ou non? Puis là, il y a une partie de l'opinion publique qui dit, ben là, moi, mon inflation n'est pas garantie. Là, d'ici 3 ans, eux autres, elles lisent, fait qu'ils devraient rentrer. Et le gouvernement n'arrive pas à passer ce seuil-là. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est pas une offre sérieuse, Tom, selon toi? C'est une offre sérieuse. C'est une négociation compliquée qui concerne plus de 400 000 personnes. Et je pense qu'on commence à sentir qu'il y a de la pression des deux côtés, et ça, c'est ce qui va amener à une solution. Mais j'ai la même analyse que vient de faire Jean-François, c'est-à-dire que, en fait, je vais reculer d'un pas et juste dire, c'est tellement compliqué ce que vient de dire Jean-François, c'est que le public est resté plus avec un sens. Le sens du public, puis je le vois sur tous les coins de rue à travers Montréal, où j'ai voyagé vraiment de bord en bord à cause du travail pour différentes raisons au cours des derniers jours, devant chaque école, des gens en grève, un appui, les klaxons, les applaudissements, le public est avec eux autres et devant les hôpitaux. Moi, je vais vous faire une drôle de prédiction qui sort un peu de ce débat. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus là-dedans? Vous vous souvenez qu'il y avait 2 raisons majeures pour lesquelles on arrive à cette négo avec moins d'argent que ce qu'on aurait pu penser. D'abord, on a donné des chèques de 500 $ à tout le monde, même sans tester s'ils en avaient vraiment besoin. Ça, c'était des milliards et des milliards qui sont sortis. Est-ce que c'était une stratégie? Non, c'était surtout une promesse faite lors de la campagne électorale de 2022, mais ça a durement entamé les ressources du gouvernement. Puis il y avait une deuxième chose, une promesse de réduction des impôts. Moi, j'en suis. J'aimerais bien qu'on réduise mes impôts. Mais moi, j'ai l'impression que M. Legault va mettre les deux ensemble. J'ai le sentiment que, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'était dans le temps de faire une loi spéciale, bien que tu peux encore. Parce que la Cour suprême a dit, la négociation collective, ça fait partie de la liberté d'association, c'est protégé par la Charte. Moi, j'ai l'impression que Legault va dire, bien malgré moi, je vous entends, vous me dites tous que vous êtes d'accord avec les infirmières, les enseignants et tout ça, je vais annuler les réductions d'impôts. Ça va me dégager une marge de manœuvre pour aller plus loin, parce qu'il faut que l'argent vienne de quelque part. Et Legault, la dernière chose qu'il veut comme legs, comme succession qu'il va laisser, c'est d'avoir eu aucune réduction d'impôts, une augmentation de la dette. C'est tout ce pourquoi il a fondé l'Action démocratique du Québec. Alors, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige.
Toi, est-ce que tu trouves que c'est une offre qui manque de sérieux, Jean-François? En disant, regarde, on tient pas compte de l'inflation. On va dire, on le sait que c'est là où le bas blesse, entre autres. Là. On le sait là, que s'ils sont en deçà de l'inflation, ça va être refusé tout de suite. Alors, on va dire, sont-ils sérieux ou sont pas? Alors, sont en deçà pour certains, sont au-delà pour beaucoup d'autres. Alors, moi, je pense que c'est une erreur de la stratégie, mais même s'ils avaient dit hier l'inflation pour tous, ça aurait eu un impact sur l'opinion publique, mais pas sur les grévistes. Les grévistes, ils disent, bon, l'inflation, ça va, vous auriez dû nous dire ça il y a un an. Maintenant, ça prend de l'enrichissement si vous voulez pas que les gens s'en aillent. Si vous voulez vous dites que vous voulez que le Québec soit l'employeur de choix. Ben là, en ce moment, avec toutes les démissions, les départs au privé, c'est pas un employeur de choix. Pour être un employeur de choix, il faut augmenter. Bon, alors, mais au moins, ça changerait la nature de la discussion. Ça changerait pas le fait qu'il y ait de la grève ou non. C'est sûr que le gouvernement a besoin de concessions syndicales sur l'organisation du travail. Et le gouvernement ne peut pas céder sur le salarial sans pouvoir dire là, on avait 8000 profs dont on ne savait pas quelle était l'affectation l'an dernier. Cette année, on en aura 1000. On aura seulement 1000. Bon, c'est sûr que ça ne peut pas être zéro, mais il faut montrer progrès. Il faut montrer progrès sur l'organisation du travail aussi dans les hôpitaux. Donc, ça prend un progrès. Je ne sais pas si les syndicats, par exemple, à la FIC, on n'a aucune indication de mouvement vers la position patronale. Aucune. Alors, je ne sais pas s'ils le gardent en réserve pour la phase finale de la négociation, mais c'est sûr qu'ils sont assez intelligents pour savoir que à la fin, il va falloir que le gouvernement dise « on a eu quelque chose ». Sur comment financer tout ça, moi, je pense qu'effectivement, la baisse d'impôts, on l'avait dit à l'époque, c'était une erreur stratégique. Là, on entre dans une période de ralentissement économique. Les rentrées d'argent vont être moins fortes à partir de l'an prochain, enfin pendant toute l'année prochaine. Ça, c'est dans le scénario d'une récession légère. Et donc, effectivement, il y a un moment où on va manquer d'argent. Mais est-ce que je peux introduire ce fait que la raison pour laquelle on compte nos sous, là, c'est sûr qu'il y a la baisse d'impôts, mais si les compagnies payaient autant d'impôts qu'il y a 20 ans, puis si les riches Québécois n'étaient pas dans les paradis fiscaux, on n'aurait pas cette discussion-là? C'est un très bon point. Mais c'est connu et su par tout le monde. C'est-à-dire que le recours aux paradis fiscaux, c'est pas juste les compagnies riches. Il y a des compagnies au Québec qui ne payent pas d'impôts, parmi les plus riches. Et ils plantent, tu sais, on est toujours palmé devant tel ou tel. Tu sais, quand tu regardes les Panama Papers, puis tu regardes qui inventait des compagnies vides juste pour cacher l'impôt, mais ça, c'est à l'État d'agir, parce que les lois sont applicables. Mais ce sont des milliers de milliards de dollars qui s'échappent au fisc, au pluriel, que ce soit au Royaume-Uni aussi. Et c'est proprement scandaleux qu'on ne fait rien là-dessus. Mais ça ne nous aidera pas à sortir de cette impasse. Et ça va être toujours... Les gens dont on parle là sont des gens comme vous, comme nous, toi, qui travaillent fort, qui payons nos impôts. Et oui, il y a des choses que tout le monde qui est dans les limites supérieures des tableaux d'impôts dirait, ce serait bien qu'on ait un break. D'autant plus que Trudeau, la première chose qu'il a fait en arrivant, c'était d'augmenter les impôts. Mais je pense que c'est à peu près la seule porte de sortie. Puis il y aurait un petit velours pour Legault en disant « Ah ouais, vous aimez autant que ça les instituts et les infirmières? Check bien, c'est vous qui allez m'aider à le payer. » Je pense que je vois sincèrement pas, Richard, d'autres voies de sortie pour... Et votre PIF, est-ce que ça va se régler avant les fêtes? Oui. Oui. Pas certain. Avant les fêtes, là, c'est dans pas grand temps. Là. Il faut que ça se règle d'ici 10 jours. Pas sûr, moi, que ça va se régler d'ici 10 jours. Non, mais écoute, le gouvernement ne veut pas qu'on parle de ça pendant les fêtes, que ce soit la discussion Richard, autour de la dinde, là, oui. Ah, t'as tellement raison. Et on le dit toujours avec cette formule-là autour de la dinde, mais tu sais quoi? C'est vrai en Titi. C'est-à-dire, les familles se retrouvent, tu sais, le beau-frère est là avec ses solutions à toutes, puis là, tu es en train de discuter, puis oui, c'est exactement ça. Puis, c'est la volonté. Je suis sûr qu'il veut changer de sujet, mais pas au prix d'une hausse d'impôts. Tu sais, à un moment donné, c'est François Legault, c'est dans son ADN de baisser les impôts. C'est-à-dire,
Alors, Mais il ne l'a pas fait c'est- et c'est sa 6e année au pouvoir, il ne l'a pas encore fait. Alors peut-être c'est pas si grave que ça. Je veux vous entendre Hmm. réagir sur une petite anecdote, qui me fait sourire, mais qui en dit long. J'ai un collègue de travail hier, ses enfants vont pas à l'école parce que les enseignants sont affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement et sont en grève illimitée. Et là, il a reçu un courriel de la part du centre scolaire et c'est écrit, si jamais ça se règle avant le week-end, mettons, si ça se règle aujourd'hui ou demain, on vous rappelle que lundi, c'est un congé pédagogique selon le calendrier. C'est incroyable. C'est génial, ça. Alors, si ça Ouais, se règle ouais. lundi, c'est congé, mais c'est un congé pédagogique quand même. Il faut le respecter, le calendrier scolaire. Écoute, Jean-François, tu veux parler du filibuster de Pierre Poilievre. Oui, alors lui, il est dans l'esprit des fêtes. Il aime ça être au Parlement. Tous les jours, à la période de questions, d'ailleurs, il fait de la publicité pour son documentaire. Hein. Il utilise la période de questions pour dire, le premier ministre n'a pas encore écouté mon documentaire de 15 minutes qui s'appelle le Renting Hell, et puis tout ça. Et je pense qu'il est rendu à 4 millions d'écoutes. Là. Il paraît qu'il a dit 40 millions. Il s'est trompé. Housing Hell. Housing Hell. Alors, et là, il a décidé que il allait déposer des amendements à tout ce qui se présente devant lui. Donc, il y a notamment une résolution, une législation nécessaire pour l'application du budget. Et il va déposer des milliers d'amendements jusqu'à ce que le gouvernement s'engage à abandonner la taxe carbone. Ce qui n'arrivera pas, évidemment. Pour les producteurs agricoles. Ben, ça, c'est pas clair. Alors, il y a un projet de loi privé qui est appuyé par tous les partis d'opposition pour réduire la taxe carbone pour les producteurs agricoles, dont les producteurs laitiers. Mais dans son discours hier devant son caucus, qui était ouvert aux caméras, il a dit que c'était toute la taxe carbone qu'il voulait que le gouvernement s'engage à faire. Bon, peut-être qu'il va régler juste pour le projet de loi avant la fin. Mais là, je me suis dit, bon, je comprends, mais regarde, t'as gagné l'automne, là. Tu l'as gagné. Va-t'en chez vous, OK? Aie pas l'air là, du bully, parce que là, c'est un bully, tout le monde reste là à Noël, etc. Évidemment, les Canadiens n'ont pas de grande empathie pour le fait que les députés vont travailler jusqu'à la veille de Noël, ça, c'est pas grave, mais c'est quand même, il a réussi à changer son image pendant l'automne, mais là, il revient au gars agressif qui embête tout le monde, et je pense que c'est une erreur stratégique. Écoute, Richard, si je peux, je vais mentionner en rapport avec les taxes carbone, qui était la solution, qui n'en était pas une de Trudeau, parce que ça ne tenait pas compte de certaines réalités. L'idée d'une taxe carbone, c'est que tu rends ça tellement cher, les énergies fossiles, les gens vont en prendre moins. Mais quand tu chauffes ta maison avec du mazout, désolé, tu ne vas pas en consommer moins, tu vas juste payer plus de taxes. Aujourd'hui, on va avoir un système de plafonnement des émissions et de droits d'échange, cap and trade en anglais, qui va être proposé par Ottawa pour mettre une limite absolue sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur pétrolier et gazier. J'ai déjà eu assez l'occasion de planter Trudeau puis sa gang et Guilbeault pour leur inaction puis leur approbation et leur achat d'un pipeline. Je vais dire que du bien de cette idée-là. Ça va produire un résultat. Ça garantit, contrairement à une taxe carbone qui est d'abord et avant tout, tenez-vous bien, une taxe. Ça, c'est un système pour plafonner. Et on l'a fait une fois au Canada pour les pluies acides. C'est Mulroney qui a le mérite d'avoir fait une prouesse diplomatique et environnementale. Ça marche. Donc, ça va être beaucoup dans les nouvelles aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à couler ça hier. Je tenais à le mentionner. Tom, tu veux parler d'Irwin Cotler qui est sous protection policière, oui. 16 jours par semaine, 24 heures par jour. C'est quoi ça? Oui. C'est une nouvelle dans le Globe and Mail aujourd'hui. Or, Irwin Cotler, qu'on se rappelle, était non seulement un ancien prof à McGill, c'était mon tuteur en première année de droit. Je le connais depuis l'âge de 18 ans. Il est un gars extraordinaire au plan international. C'est un ancien ministre de la Justice, procureur général du Canada. Et il a fondé justement des institutions. Il est très respecté. Il a fait des discours dernièrement où il plante Hezbollah et Hamas et leurs patrons en Iran, mais il décrit aussi de manière vraiment succincte tous les problèmes qui sont en train d'être causés par l'ingérence dans les élections par la Chine, par la Russie, leur tentative de suborner la démocratie même. Et voilà que
on rend très clair dans l'article du Globe and Mail qu'ils savent de quel pays ou de quelle entité ça vient, les menaces, mais la GRC le prend tellement au sérieux qu'ils ont pris Cutler, ils l'ont mis sous protection 24 heures par jour. Ça me préoccupe comme personne qui vit dans une démocratie, ça me préoccupe parce que Irwin, c'est un ami personnel, mais ça me préoccupe pour ce que ça représente à l'international. C'est-à-dire que quand on voit même une démocratie comme l'Inde, qui est maintenant pointée du doigt, pas juste par le Canada, mais par les États-Unis, d'organiser des hits, des meurtres en sol étranger, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pour des gens qu'ils n'aiment pas, c'est préoccupant. Mais que ces pays-là commencent à se permettre d'ourdir des complots comme ça, c'est une grave atteinte à la démocratie, à l'ordre mondial. Et je tenais à mentionner que le Montréalais Irwin Cutler est sous protection policière et c'est pas drôle pour lui et sa famille. Et qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Ben écoute, brièvement, Irwin Cutler, effectivement, c'est une des personnalités les plus intègres que nous ayons au Québec, quelqu'un qui s'est dévoué pour les droits humains, y compris Raïf Badawi. Hein? Irwin a été très, très actif pour Irwin Badawi. Et je pense que c'est un peu la mesure de son importance, le fait qu'il y a des forces étrangères qui veulent lui nuire. Ça montre aussi combien nous sommes maintenant perméables à la volonté de vengeance des autres. Et puis finalement, je tiens à féliciter Tom d'avoir introduit aujourd'hui dans la conversation le mot « ourdir », qui est difficile à placer, mais que j'aime beaucoup. Je suis comme Geneviève Guilbeault, j'arrive avec une liste de mots que j'essaie de placer. Ah, c'est ça, OK. Oui, c'est un défi qu'il fait avec ses amis. Si je place le mot, tu me donnes 20$. Alors, il l'a placé, ourdi. Donc, merci à vous deux. Bonne journée. À demain. Salut.